Eh bien, bonjour à tous. Pierre, je te propose de démarrer ce webinaire. Ok, eh ben merci Vanessa. Voilà, donc je remplace Nathalie, parce que Nathalie s'est excusée, c'est elle qui devait faire l'introduction. Je la fais à sa place parce qu'elle est partie à l'Assemblée nationale à une audition pour Bleu Blanc Cœur et va parler de One Health. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans une actualité, une dynamique internationale. En début de mois, il y a eu ce One Health Summit qui s'est tenu à Lyon sous la présidence d'Emmanuel Macron et du président du Ghana. Il y a beaucoup d'événements qui ont été associés. Je crois une petite centaine d'événements labellisés One Health, dont une petite dizaine qui étaient des événements bleu blanc cœur. Moi, j'ai participé à en Hongrie, il y en a eu en Malaisie. Les autres étaient en France. Donc, c'est un concept d'actualité. Mais il y a un moment, il y a un cheminement que présentera Florent Gull tout à l'heure, un cheminement qui a conduit à l'officialisation, entre guillemets, de cette logique de santé unique. Une logique qui sera détaillée plus tard, mais qui en gros met la santé humaine en lien avec la santé des écosystèmes, des plantes, des animaux et du climat. Euh, Simplement, côté bleu blanc cœur, c'est pas nouveau. Côté bleu blanc cœur, c'est une démarche emblématique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de projets labellisés autour de One Health et qu'on participe à l'actualité autour de tout ça. Pour la petite histoire, en 2000, quand on s'est créé, qu'on disait nous, on va amener de la diversité dans les champs. Il y aura plus d'herbes, plus de lin, plus de luzerne, plus de févrole, et il y aura des impacts sur la santé humaine. C'était pas vraiment dans l'actualité. On rigolait un peu. Et puis au fil du temps, on a construit quelque chose qui va de l'intuition à la démonstration. Les enjeux ont changé aussi. En 2000, quand Bleu Blanc Cœur s'est construit, on affirmait qu'on était une démarche de prévention santé humaine qui démarrait dans les champs et qui passait par la santé des plantes et des animaux. Aujourd'hui, cette affirmation-là elle rejoint des grands enjeux chiffrés, et notamment des enjeux en termes de santé publique, mais aussi en termes de climat, de biodiversité, etc. On parlait peu des sols, on parlait peu du climat en 2000, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et cette démarche-là, pour nous, c'est intéressant de la voir s'officialiser et se répandre. C'est une diapo de Nathalie qu'on peut commenter comme on veut, mais qu'elle a bien fait de mettre là il y a un côté symbolique. Le budget alimentaire des Français, c'est un peu plus de 200 milliards d'euros. Et selon des modèles qu'on peut toujours contester, c'est des modèles, mais le coût caché de l'alimentation, en partie pour le coût de la santé, le coût de l'environnement, là-dedans, les économistes, ça va de 1 à 10, hein, selon ce qu'ils mettent dedans. Mais une alimentation, ou des systèmes de production agricole et agroalimentaire qui nécessitent des liés à des maladies, liés à des traitements de l'eau, à des soutiens de filières, etc. Et ben, il y a un coût caché et du coup, c'est intéressant, même s'il faut pas retenir le chiffre à la virgule, mais il y a le coût de l'alimentation et puis il y a les coûts entraînés par des dérives des systèmes de production agricole, agroalimentaire et nutritionnelle. Donc, dans ce cadre-là, le Blanquer a l'avantage d'avoir une petite trentaine d'années, quelques décennies de travail là-dessus. Et en disant, si on veut mettre la santé humaine en point d'orgue de cette démarche, il faut qu'il y ait des boussoles, il faut qu'il y ait des mesures. C'est pas une philosophie, c'est quelque chose qui a une réalité nutritionnelle, biochimique, des nutriments du sol, au microbiote de l'homme, etc. Et pour ça, il faut qu'on ait une sorte de boussole, et la boussole, c'est la mesure. La mesure de la densité nutritionnelle des aliments, des teneurs en acides gras, en antioxydants, etc. Et c'est une boussole à la fois pour le producteur, qui peut s'y référer pour c'est lui qui connaît le mieux ses sols, ses animaux, etc. Mais on lui donne un objectif chiffré qui est plus un objectif de quantité, mais qui est un objectif de qualité. Et en fonction de cet objectif, ben, il peut adapter ses modes de production pour un objectif nutritionnel qui va être un profil d'acide gras, une teneur en antioxydants d'un végétal, une teneur en oligoéléments, minéraux, etc. Et la santé humaine en point d'orgue de tout ça, c'est aussi une boussole, une réassurance pour le mangeur. Et entre les deux, ben, il y a tout un tas de bénéfices collatéraux qui sont chiffrés, qui sont mesurés. Donc,
pour Bleu Blanc Cœur depuis 26 ans, je veux dire, quand c'était pas à la mode, on a mis dans les champs des objectifs qui étaient déjà, on appelait ça l'agriculture à vocation santé. Maintenant, on rajouterait un S à santé, la santé des sols à la santé des corps. C'est pas nouveau pour nous, mais on est content que ce soit dans l'actualité et on est content de fournir une preuve de concept à une idée qui devient dominante. Donc ça, c'est mon intro et je vais passer la parole à Florent de l'INRAE. Tu veux te présenter et puis je passerai les diapos. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, effectivement, je vais commencer par me présenter. Donc Florent Gull, je suis président du Centre INRAE sur les régions Bretagne-Normandie. Et donc la direction générale d'INRAE m'a demandé si je pouvais représenter INRAE à ce webinaire. Et j'en suis ravi. On reviendra notamment à la fin de ma présentation sur les aspects concrets de collaboration qui existent entre Bleu Blanc Cœur et INRAE, et en particulier sur les régions Bretagne et Normandie que je pratique au quotidien. Dans la suite de ce que disait Pierre Veille, je vais redonner quelques éléments, effectivement, passant finalement des aspects traitement de sujets santé à d'une santé beaucoup plus globale, tel que on va l'exposer dans nos différentes interventions et j'imagine dans le jeu de questions-réponses qui va avoir lieu après. Donc sans retourner à des choses très lointaines, je pense je voudrais surtout pointer des moments où finalement les éléments scientifiques qui étaient déjà pour partie constitués, comme le disait Pierre Veille tout à l'heure, sont apparus peut-être de façon beaucoup plus concrète auprès de nos concitoyens. Le premier exemple qu'on cite souvent, c'est celui de la vache folle, où on est bien dans une situation où effectivement la santé humaine et la santé animale se croisent, malheureusement, si je puis dire. On voit également, et on l'a beaucoup vécu depuis 2003, et c'est un phénomène qui n'est évidemment pas terminé, qui est la question de la grippe aviaire. Alors comment dire, mon parcours personnel avant d'être président d'un centre INRAE en Bretagne Normandie, j'étais directeur régional d'agriculture en Occitanie, donc je bien pratiqué si je puis dire, la grippe aviaire et ses conséquences jusqu'à la vaccination. On reviendra sur les questions évidemment de santé et de protection de l'ensemble des éléments qui peuvent être touchés par les problèmes de santé globale qu'on évoque, mais c'est aussi une question importante, évidemment, la question vaccinale. Ensuite, on a cité dans l'ordre chronologique toujours d'apparition, et encore une fois d'apparition au sens d'un phénomène suffisamment massif pour qu'il soit identifiable médiatiquement et auprès de l'ensemble des habitants des zones concernées, voire de l'ensemble de l'humanité. La grippe H1N1, évidemment, les épidémies un peu récurrentes de SRAS et chikungunya, et puis peut-être de façon encore plus spectaculaire sur l'angle que je prenais, c'est-à-dire celui on va dire, de la prise de conscience, qui est celle de la pandémie de Covid-19, où effectivement, même si tout n'est pas complètement expliqué sur la survenance de cette maladie et de cette épidémie, de cette pandémie mondiale, en tout cas, on était bien à une échelle effectivement suffisamment spectaculaire pour que on puisse peut-être plus facilement, si je puis dire, sans mauvais esprit de ma part du tout, aborder cette question de lien entre la santé animale, la santé environnementale qui permet la propagation et le fait que massivement des êtres humains soient touchés par cette maladie. Après, je vais passer à la diapo suivante. Je crois que c'est Pierre qui fait le passage de diapo. Merci à toi. Ça fonctionne, voilà. Euh, Si on veut le prendre sous un angle cette fois-ci, non pas comment dire d'actualité et d'événements datés, mais plutôt sur le constat in fine aujourd'hui, on estime à peu près, toujours autour des faits sur lesquels on va revenir, scientifiques établis au niveau mondial, que environ 60% des agents pathogènes à l'origine de maladies humaines proviennent d'animaux domestiques ou sauvages. Si on reste sur ces chiffres spectaculaires, 75% des maladies humaines infectieuses émergentes ont une origine animale. Et enfin, 80% des agents pathogènes qui suscitent des préoccupations actuellement en termes de bioterrorisme proviennent là aussi d'animaux. Donc vraiment le lien, je dirais, le plus prégnant aujourd'hui qu'on met en œuvre et qui n'est pas lié uniquement à des espèces animales très proches de nous, c'est bien effectivement le lien animal-humain en termes de problèmes d'agents pathogènes en particulier et donc de propagation de sujets de maladies. Diapo suivante, s'il te plaît.
Donc, si on veut, tu peux même encore cliquer d'un cran, comme ça on aura directement la fin de l'animation. Merci. L'idée, c'est qu'au départ, on était effectivement les uns et les autres, et c'est un sujet qu'on peut encore avoir parce que ben, il y a des spécialistes de chacun des sujets. On était plutôt dans une séparation, on va dire, dans ces quatre axes qu'on a essayé de rendre un peu plus concret, c'est-à-dire le volet d'une part, au départ, production végétale animale, mais surtout le point de départ sur l'axe 1 qui est évidemment comment l'environnement peut être contaminé, par quoi et par quel processus, et en quoi cette contamination de l'environnement revient effectivement également à une contamination des aliments. Ce qui fait que finalement, sur l'axe 3, la façon dont les animaux, mais aussi un animal en particulier, qui est l'être humain, sont touchés par ces éléments de contamination, c'est effectivement soit l'inhalation en général, soit la consommation des aliments, et bien sûr les deux, puisqu'on sait bien de tout ça dont on va parler, c'est la combinaison de ces deux risques et de ces deux modes de propagation. Une fois qu'on a dit ça, ce qui a été beaucoup travaillé dans les années passées, c'était effectivement quelle est la façon dont ça se passe, ce transfert finalement entre des éléments qui figurent dans notre environnement et des éléments qui vont impacter notre santé à nous et la santé de l'écosystème en général. Donc on a toutes les questions sur lesquelles on reviendra peut-être, qui est la question de dosage un peu de ces éléments, comment on a longtemps, en séparant les choses, dit ben, finalement tel contaminant, il pose problème à partir de telle dose. Et puis finalement l'évolution a été de dire oui, mais il y a aussi un effet de composition de ces exposants qui amène à ce raisonnement sur l'impact plus global et sur un effet santé lié à un risque. Et quand on parle de risque, à ce moment-là, on n'est plus sur des doses de produits vus séparément, on est bien sur risque global de composition entre une exposition qui est déjà vraie pour partie dans un environnement donné et qui va être accentuée par l'apparition d'un nouveau phénomène ou d'une nouvelle exposition. Voilà donc globalement un peu cette évolution qui, au-delà, vous le voyez, de la question de la santé unique, donc du fait de dire que peuvent être exposés à la fois l'environnement, les animaux et les êtres humains, c'est aussi la question de la source et de la composition des différentes sources qui est importante. Là aussi, ça rejoint les travaux qu'a commencé à évoquer Pierre Veille tout à l'heure, c'est ce travail sur le fait de dire on ne va pas séparer les sujets et considérer que notre santé se décompose, si je puis dire, en sorte de sous-sujets indépendants les uns des autres. C'est vraiment cette composition qui est l'évolution la plus importante dans cette notion de One Health aujourd'hui. Si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Attends, je clique. Oui, il y a encore une fin d'animation, mais Ouais. c'est globalement ce que j'ai pu dire à l'instant. Voilà. Alors, on en arrive donc, une fois qu'on a dit ça, à la question qui a été reprise notamment au sommet mondial qu'évoquait Pierre Veil dans l'introduction, c'est-à-dire le fait de Merci, se... pardon. Ah, si tu peux, par contre, tu as été un peu trop vite, merci. Ouais, c'était trop vite. Qui est la question de comment on définit l'exposome, c'est-à-dire la question de l'exposition globale à un certain nombre d'éléments. Et jusqu'alors, et c'est encore le vrai dans certaines démarches, parce que finalement tout ça est des évolutions finalement assez récentes, ont limité souvent la question au toxome, pardon, donc qui est vraiment l'élément qui était déjà un progrès, on l'a vu dans le schéma précédent, qui était de considérer que chaque contaminant ne devait pas être traité séparément, donc il y avait bien un mélange de ces contaminants. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de se dire qu'on a effectivement des éléments supplémentaires. On parle en particulier d'un toxome inorganique. On pense aux métaux lourds. On a aujourd'hui et certains des personnes présentes ont sans doute des compétences aussi sur ces questions-là, la question des plastiques, des microplastiques en particulier. Donc le fait est qu'on voit apparaître d'autres éléments encore nouveaux dans la question des contaminants qui peuvent arriver et que finalement cette notion pardon d'exposome, donc qui regroupe l'ensemble de ces éléments dans ce qu'on va appeler des analyses multifactorielles, bah, traduit, oui, effectivement, la réalité de cette santé unique, qui est d'une part, encore une fois, la santé unique au sens de qui est touché par des phénomènes de maladie et de propagation de maladies, mais en amont de cela, surtout unique au sens de prendre l'ensemble des risques comme un risque global et pas de séparer les choses de façon trop analytique qui nous faisait rater parfois des compositions d'exposition qui en elle-même, la composition entraînant un risque supplémentaire, évidemment, à la somme des risques individuels. Donc effectivement, tu peux passer cette fois-ci à la diapo suivante, merci. Alors, décidément. Voilà, alors pour
en avant-dernière partie, si je puis dire, de cette première partie d'intervention de ma part. Après, on sera sur des questions-réponses éventuellement. C'est évidemment cette progression internationale dont d'ailleurs, encore une fois, Pierre Veille commençait par les prendre, puisque c'est aussi l'actualité qu'on a vécue les dernières semaines. Hein, et les exemples que tu donnais étaient très pertinents. Vous voyez que là aussi, on est sur des choses finalement assez récentes et intéressantes au sens de ce que j'expose dans la partie gauche de la diapo, c'est-à-dire que on avait déjà depuis 2021 la question de regrouper un certain nombre d'acteurs autour de la santé et de l'alimentation et de la santé humaine et de la santé animale, pardon. Et ce qui a permis de progresser encore, c'est aussi de regrouper avec l'UNEP, donc la question environnementale, des programmes environnementaux. Là aussi, au niveau international, et pour des bonnes raisons au départ, on a eu originellement, si je puis dire, tendance à séparer les sujets par spécialisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de dire que, par exemple, la FAO est très intéressée et collabore étroitement avec les agences internationales qui sont plutôt sur les questions environnementales, plutôt sur les questions de santé humaine ou plutôt sur les questions de santé animale, est aussi un véritable progrès d'un point de vue prise en compte de cette combinaison et d'un exposome global tel qu'on va le continuer à l'évoquer dans ce webinaire. Donc, derrière ce travail, tu peux rester encore 2 secondes simplement pour la partie de droite de cette Ah, diapo. pardon, Pardon. excuse-moi. Ah non, je t'en prie. Pas facile le rôle de combinaison qu'on a tous les deux. Derrière ce regroupement pardon, de ces 4 grandes institutions internationales, il y a un travail évidemment de mise en œuvre qui s'est mis en place derrière à partir de 2021. Et en particulier, vous le voyez sur ces groupes de thématiques. Donc, le groupe naturel d'entrée, si je puis dire, c'est vraiment la mise en œuvre de l'initiative Une seule santé. Mais une fois qu'on a dit ça, on est passé à des groupes, je dirais, plus opérationnels quelque part. D'abord, la partie vraiment connaissances précises et points, si je puis dire, à date de l'ensemble des connaissances en matière de prévention de toutes les zoonoses émergentes. Le groupe 2, enfin le groupe appelé 3 du coup, puisqu'encore le groupe 1 est le groupe chapeau, si je puis dire. Sur le groupe 3, on retrouve toute la question de la surveillance détection précoce et en particulier transmission d'informations. Hein, j'évoquais tout à l'heure dans un des phénomènes, si je puis dire, récents mais redondants, celui de la grippe aviaire. On voit bien qu'aujourd'hui, les systèmes d'alerte sont de plus en plus opérants et que lorsque des cas se produisent quelque part dans le monde, on a immédiatement, l'ensemble des pays concernés qui sont au courant d'un cas se produisant, le cas échéant, à l'autre bout du monde, en partant de l'idée que la propagation peut aller très vite et que cette question de surveillance, elle est évidemment primordiale. Et enfin, et c'est pas des moindres parce qu'on va beaucoup parler dans cet échange de prévention, et j'en ai déjà dit beaucoup sur cette question-là, l'analyse effectivement des facteurs d'émergence et de propagation ultérieure des maladies, c'est-à-dire le fait finalement de tenir compte de chacun de ces événements-là pour affiner, améliorer encore notre explication entre le point de départ et le moment où on est réellement sur un phénomène de maladie qui se propage de type pandémie. Évidemment aussi, dans les exemples que je citais tout à l'heure, il y en avait certains liés aux évolutions du changement climatique. En particulier, on voit aujourd'hui apparaître des maladies qui étaient, comment dire, très faibles parce que les températures variaient beaucoup entre les saisons et donc on avait une atténuation hivernale en particulier, enfin pour l'hémisphère nord, de ces maladies qui aujourd'hui parfois perdurent pendant 12 mois sur 12, voire se propagent. Je citais tout à l'heure la MHE par exemple, la maladie bovine qui est apparue en France il y a 3 ans maintenant et qui jusqu'alors était limité aux pays plutôt plus au sud, Afrique du Nord et Espagne et Italie par exemple. Si on poursuit sur la diapo suivante, si tu veux bien. Merci. Vas-y. Donc plus ramener à la France, si je puis dire, sur ce même travail, pardon, de coordination entre les différents axes de One Health d'une part et entre des travaux scientifiques des différentes structures impliquées. On a pu avoir dès 2011 effectivement une stratégie. Et ça rejoint ce que disait Pierre Veil en introduction sur des phénomènes, comment dire, appréhendés par certains de façon assez précoce. Si je puis dire. 2011, c'est relativement récent malgré tout, mais ça veut quand même dire que ça fait bientôt 15 ans qu'on est sur cette stratégie française, donc sur définir clairement une position
sur le concept de One Health, une seule santé au niveau français, enfin au niveau de la réflexion française en tout cas. 2021, c'est un point qui nous, enfin qui moi me paraît important vis-à-vis des acteurs avec lesquels on est amené à travailler régulièrement, c'est vraiment le fait de se dire on va prendre conscience au niveau du terrain, si je puis dire, des actions à mettre en place pour rentrer dans une logique One Health au sens, encore une fois, de la prévention, de la prévenance, enfin de tous les groupes de travail que j'évoquais à la diapo précédente. Et puis, effectivement, un positionnement encore plus clair en 2023, notamment, parce que je pense que vraiment, au-delà de l'aspect médiatique que j'évoquais au départ, c'est aussi un aspect scientifique important autour de l'accélération de la prise de conscience par la Covid 2019, qui a pu montrer à quel point cette notion de One Health n'était pas une notion, comment dire, supplémentaire et un petit peu marginale, mais qu'au contraire, elle englobait tout le sujet de la prévention de la santé. Voilà, donc la partie suivante, et assez rapidement, je vais d'une part faire focus sur ce que l'on fait concrètement à INRAE sur ces questions-là, et puis je terminerai par les collaborations qu'on a déjà de façon très forte avec Bleu Blanquer et l'engagement scientifique de Bleu Blanquer et d'INRAE conjointe. Donc de notre côté, ce que ça a amené à travailler, puisque finalement nous aussi on avait à l'origine et encore aujourd'hui une organisation évidemment traite les sujets de façon approfondie et donc parfois de façon un petit peu séparée les uns des autres entre l'agriculture, l'environnement, l'alimentation et la santé, qui sont des sujets que l'on porte et qui figurent, si je puis dire, dans la baseline d'INRAE. Donc on a besoin évidemment d'avoir régulièrement des liens entre les sujets vous le voyez par exemple quand on traite d'agriculture et d'environnement, toute la question de l'agronomie et de l'écologie comme science, si je puis dire, originelle, mais qu'on fait connecter sur ces sujets d'agriculture et d'environnement. Et de la même façon, entre environnement et santé, c'est peut-être là d'ailleurs que les progrès sont les plus important en termes de concept et en termes d'articulation pour faire apparaître effectivement cette question de santé environnementale qui a été pour nous en tout cas un progrès important dans les publications en particulier que l'on peut faire sur ces sujets-là. Si on poursuit sur quelque chose d'encore un peu plus récent, on a depuis la création d'INRAE, puisque peut-être que tout le monde n'a pas ce calendrier en tête, INRAE c'est un établissement qui a été créé en 2020 par la fusion d'INRA et d'IRSTEA. Et donc à ce moment-là, en 2020, on a établi une stratégie qu'on appelle INRAE 2030, donc sur 10 ans, qui vient d'être actualisée en 2025 et on a gardé cet horizon 2030 en considérant que l'important, c'était de poursuivre et d'approfondir les thématiques structurantes. Et en particulier, on a des objectifs scientifiques qu'on appelle des OS. Et donc l'OS 4, à lui tout seul, qui est un des objectifs scientifiques de cette démarche INRAE 2030, eh bien, celui d'une seule santé. Et comme vous voyez, se décline en plusieurs sous-objectifs et en particulier le fait de prévenir et d'anticiper, ce que je disais tout à l'heure au niveau mondial, mais qu'on anime également au niveau français d'une part, mais au niveau mondial via les travaux d'INRAE, donc sur la prévenance et l'anticipation des maladies infectieuses. Le point 2, qui est que de voir comment effectivement l'exposition aux contaminants pour réduire leurs impacts, comment est-ce qu'on peut combiner en particulier ce que je disais tout à l'heure, plusieurs contaminants dans une même exposition. Et enfin, et peut-être là, ça fera encore plus le lien avec ce webinaire et le lien avec Bleu Blanquer, comment l'alimentation peut être bénéfique pour la santé, quel est son rôle dans cette exposition. Voilà, si tu peux passer. Et donc, rapidement, parce que ça va être le cœur peut-être aussi de certains de nos échanges, les liens entre INRA et Bleu Blanquer sont bien antérieurs à INRAE, puisqu'ils existaient déjà à l'époque, si je puis dire, d'INRA. Ils sont importants, mais j'ai quand même fait focus sur des choses récentes, parce que ça, évidemment, l'historique est beaucoup plus long que ça, mais vous voyez que rien que sur la période depuis 2019, on a beaucoup travaillé sur les questions, évidemment, d'alimentation humaine, ça va pas vous étonner, mais également de façon très forte, parce que c'est un point important de tout ce qu'on vient de dire depuis le début sur l'alimentation et la santé animale. Une présence aussi importante de Bleu Blanquer sur nos travaux sur les alternatives à l'expérimentation animale, ce qu'on appelle Alterphi, donc comme alternative aux vaches fistulées, qui est un sujet finalement à la fois de recherche
au sens de l'utilisation de ces fistules pour la recherche sur évidemment le contenu de ce qu'on peut avoir à l'intérieur d'une vache comme caractéristique, mais aussi le fait de se dire qu'on a un enjeu sociétal de la recherche qui doit être acceptable par nos concitoyens, et donc est-ce qu'on est capable de faire les mêmes travaux, la même qualité de travaux sans utiliser ce type d'expérimentation. L'impact socio-économique qui est important puisqu'on se retrouve notamment sur des territoires de grande ambition, donc des territoires, on va dire, test, mais à un grand niveau avec beaucoup de partenaires. Et enfin, sur la qualité, bien sûr, des produits végétaux, mais ça, encore une fois, Pierre Veil y reviendra en détail, vu le rôle clé de Blanquer là-dessus. Tu peux passer sur la diapo. Simplement, celle-ci, l'intérêt, c'est de montrer effectivement la force de l'implication, si je puis dire, réciproque INRAE Bleu Blanquer. Il y a 14 départements de recherche à INRAE en tout, hein, je parle bien d'INRAE au niveau national, et vous voyez qu'on a 8 départements sur les 14 qui sont directement impliqués dans ces travaux conjoints INRAE Bleu Blanquer. Et en particulier, donc d'une part, c'est la force des départements, mais aussi la géographie, puisque vous voyez l'ensemble des régions sur lesquelles on a ces collaborations. Je vous laisse, pour ceux qui sont des différentes régions, vous retrouver sur la carte de France. Et c'est important de se dire que voilà, on n'est pas sur une expérimentation locale avec des enjeux qui seraient intéressants scientifiquement, mais peut-être un petit peu discutables d'un point de vue généralisation territoriale. Là, on est bien sur quelque chose qui concerne déjà dès le départ un grand nombre de régions en France, souvent en fonction d'ailleurs des types de cultures qui peuvent exister et du type d'agriculture aussi qui est en place. Donc j'ai cité aussi dans la diapo quelques niveaux de valorisation qui sont présents. Et encore une fois, l'intérêt pour nous de cette collaboration, c'est aussi le fait que, au départ en tout cas, mais c'est encore vrai aujourd'hui, on a évidemment un écosystème d'acteurs un peu spécifique et que ça nous permet de les croiser de façon beaucoup plus forte entre les acteurs qui connaissaient bien INRAE et ceux qui connaissaient bien Bleu Blanc Cœur, qui se retrouvent finalement dans des projets de recherche conjoints. Voilà sur ce Merci. point-là. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je veux dire. J'espère ne pas avoir été trop long. Je Non, bah, écoute, suis merci beaucoup. disponible pour les questions. J'enchaîne, si tu veux, avec ma partie qui va être plus courte. Nathalie m'avait demandé de présenter un peu une vision là-dessus. Alors, je vais commencer en mettant le titre de la thèse que j'ai soutenue en 2022, qui s'appelait L'amélioration de la santé des animaux et des écosystèmes profite à la santé de l'homme. Et en fait, c'est une vision un peu positive de One Health. Florent a parlé de risques, de risques de contamination dans les chaînes alimentaires, contamination au sens large, des zoonoses, etc. C'est ce qu'on a essayé de développer. Ce que je vais présenter en quelques diapos, c'est une vision un peu positive. Comme la thèse est devenue un livre, et le livre, pour l'anecdote, a un sous-titre, et le sous-titre s'intitule, c'était le souhait de l'éditeur, Enquête sur les sols où nos maladies prennent racine. Mais en fait, moi, je souhaitais qu'on écrive Enquête sur les sols où nos santé prennent racine, parce on peut voir ça dans les deux sens, hein, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais beaucoup de choses, c'est ce que je vais essayer de présenter rapidement, peuvent se traiter à la racine, et notre santé à nous peut aussi se traiter à la racine. Le dessin est assez joli pour l'illustrer. Donc moi, ce que je vais raconter en quelques diapos, c'est une aventure scientifique et une aventure humaine. Ouais, le premier papier dans une presse scientifique à comité de lecture que j'ai co-signé avec un chercheur INRA, c'était en 1995, et c'était un essai sur des vaches. Et on regardait, on mesurait des impacts de l'alimentation des vaches sur des paramètres de production, mais aussi de santé, et surtout de fertilité, et aussi d'ailleurs d'émissions de méthane, donc d'un gaz à effet de serre. Donc il y avait déjà une espèce de noyau. Et la dernière étude, ou l'avant-dernière que j'ai co-signée, c'est une étude clinique, ce qu'on appelle le projet Allaitement, qui a été conduit au CHU de Rennes avec différents labos du département Numécan, qui est un département, qui est un institut INRA-INSERM à Rennes, où on a regardé l'impact de ce que mangeaient pas les mamans, mais les vaches, les poules, les sols qui nourrissaient les mamans sur la composition et la qualité du lait maternel. Et le titre proposé de l'article, c'était One Health Randomized Clinical Trial, une étude clinique randomisée One Health, puisqu'on mesurait bien l'impact sur le microbiote du bébé et sur la composition du lait maternel, pas de ce que mangeaient les mamans, mais de ce qui se passait avant. Et cette aventure humaine assez longue, j'aime bien la raconter avec le sourire, parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres intéressantes.
Et je vais essayer de présenter un peu notre vision en quelques diapos. Moi-même, quand j'étais un jeune agronome, c'est-à-dire il y a très longtemps, euh, je- toute l'énergie sur Terre vient du soleil, hein. Les alchimistes parlaient de l'eau, de l'air, le feu. Et c'est vrai que le feu du soleil, le gaz carbonique de l'air, l'eau du sol, ça permet aux plantes de faire notre énergie, l'énergie de notre système. Même l'énergie fossile, c'est la synthèse chlorophyllienne il y a 400 millions d'années. Et 30% de cette énergie fabriquée par les plantes va au sol. Non, elle va pas au sol, elle va nourrir la vie du sol et tout ce qui vit dans le sol, les champignons, des bactéries, des vers de terre, etc. Ça participe à la construction des plantes, à la construction de leur physiologie, de leur immunité, etc. Et là, je rajoute le quatrième élément des alchimistes, l'eau, l'air, le feu, la terre, pour faire la vie, parce que tout ce qui a été présenté dans la présentation de Florence, ça commence ici. Ça commence ici. Les plantes sont faites à 95% de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais les 5% qui restent, ça vient du sol, y compris l'azote qui est constitutif des protéines, tous les minéraux, les oligo-éléments. Les plantes ne savent pas fabriquer ça. Par contre, il y a des bactéries qui savent capter l'azote de l'air, il y a des champignons qui savent aller amener aux plantes les minéraux, les oligo-éléments dont elles ont besoin pour fabriquer tous ces nutriments d'intérêt qui sont des antioxydants, des hormones, des flavonoïdes, etc., qui sont fabriqués avec l'aide de la microbiologie du sol. Et là, les choses, One Health commence. Ça commence avec les plantes sont bien équipées pour filtrer ce qu'il y a dans le sol. Pour un petit exemple d'actualité, avec les contaminations au cadmium. Normalement, le cadmium, c'est pas bon pour les plantes, il doit pas rentrer. S'il rentre, c'est qu'il y a un petit déséquilibre dans les plantes. Il y a tout un tas de mécanismes intéressants. Il faut un sol qui soit à la fois riche et vivant. Les agronomes différencient la qualité d'un sol et la vie d'un sol. La vie d'un sol, c'est ce qui exprime sa qualité. Il peut y avoir beaucoup d'oligo-éléments et de minéraux intéressants dans la roche-mère, mais s'il n'y a pas ce qu'il faut comme mycorhizes, comme champignons pour aller les amener, et s'il n'y a pas les vers de terre qui brassent dans leur galerie pour amener tout ça aux racines et au prolongement des racines des plantes, bah, ça rentrera pas. Et cette pyramide, qu'on appelle la pyramide de John Kemp, qui est un agronome américain, montre que les plantes savent faire la synthèse chlorophyllienne, donc fabriquer des sucres. Pour fabriquer les protéines, elles ont besoin des bactéries du sol qui captent l'azote. Et puis pour fabriquer les métabolites secondaires, qui sont tous ces nutriments d'intérêt qu'on ne connaît pas tous, hein, on ne les connaît pas tous, mais on connaît, je sais pas, je crois qu'il y a plusieurs milliers de polyphénols différents. Voilà, il leur faut de l'énergie, et il leur faut tout un tas de cofacteurs de ces synthèses qui viennent du sol. Alors ça, c'est le rationnel. Et je pense que euh, je vais le dire de façon tout à fait avec beaucoup d'autosatisfaction, ouais, imméritée. Mais en fait, ce qu'on a fait avec beaucoup de bonheur, c'est de passer de l'intuition au rationnel et du rationnel à la démonstration. Ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans le sol, la vie des plantes, leur densité nutritionnelle, l'impact sur la santé des animaux et des hommes qui mangent les plantes. C'est une idée d'abord, et puis ensuite c'est un rationnel. Oui, c'est vrai, il y a plein de publics qui expliquent en physiologie végétale ou en physiologie animale ce qui se passe après. Mais après, il faut passer à la démonstration. Et la démonstration, c'est une affaire au bout du bout, une histoire d'études cliniques, de montrer, comme dans l'étude de lait maternel que j'évoquais tout à l'heure, l'impact de ce qui se passe avant sur la santé des hommes, si l'homme et la femme et le bébé sont au point d'orgue de tout ça. Donc, juste un petit point, ça c'est ce qu'on a fait avant, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on travaille avec l'INRA à l'Université de Rennes pour essayer pour continuer à objectiver. Des fois, c'est un peu compliqué ce qui se passe en fonction de la vie du sol, sur la densité nutritionnelle d'un grain de blé, d'une pomme, d'une tomate, toujours avec le même principe qui est le principe de la mesure, la boussole dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait à gauche, vous avez un profil d'acide gras d'un lait, ça date d'il y a quelques décennies. Un lait d'herbe ou un lait de maïs, c'est pas le même lait, même si c'est la même vache, on n'a pas les mêmes pics d'acide gras. On a fait la même chose sur des tomates, vous voyez, des tomates qui vivent hors sol, sur des supports de laine de roche, comme la majorité des tomates. Elles sont très bien nourries, hein, c'est de l'alimentation de précision, elles sont bien soignées.
Mais quand ces mêmes tomates au même endroit poussent à côté dans un sol vivant, avec beaucoup de vers de terre, beaucoup de vie dans le sol, ben on voit des pics différents, des pics de métabolites, et après on attribuera à ces métabolites une capacité. C'est récent, on a publié ça il n'y a pas longtemps. La production en sol vivant améliore la capacité antioxydante de tomates, les mêmes, comparativement à de la production hors sol. Alors, j'ai pris les tomates comme exemple, je pourrais en prendre d'autres. On l'a fait sur d'autres végétaux. Et on essaye d'aller au bout et puis d'inspirer ce que sera Bleu Blanc Cœur demain dans le monde du végétal. La densité nutritionnelle, c'est-à-dire la capacité du sol à ramener tous ces oligo-éléments, ces éléments aux racines des plantes. C'est aussi de la densité sensorielle. Ceux qui en parlent le mieux, c'est les vignerons. Ils ne parlent pas de leur vin sans parler du sol qui nourrit la vigne. Et on fait de l'analyse sensorielle. Ça fait partie aussi du champ d'action de Bleu Blanc Cœur, lié dans cette boussole de mesure, la densité nutritionnelle et la densité sensorielle. Et puis on fait de l'économie expérimentale pour essayer de voir si dans cette transition, s'il y a des producteurs qui décident de mieux produire, il y a un risque. Il y a un risque de perte de rendement, de perte de revenus. Est-ce que des gens sont prêts à payer un peu plus cher pour leur santé à eux, ou au moins pour une densité nutritionnelle qui impacte leur santé, en lien avec l'amélioration de la santé Donc on a des résultats qui sortent, qui sont pas encore publiés, mais qui sont intéressants et qui montrent que en gros, les gens comprennent l'impact des modes de production sur leur santé et sont ce qu'on appelle une disposition à payer un peu supérieure. Un peu, il ne faut pas que ce soit beaucoup parce qu'on veut s'adresser à tout le monde. Si on veut un impact, il faut une accessibilité large. Ils ne sont pas vraiment prêts à dépenser plus pour le climat, l'environnement, le stockage du carbone. Mais si leur santé à eux est dépendante de l'environnement, du climat, de la santé du carbone et de la santé, de la fixation du carbone et de la santé du sol, on est comme ça. Et s'il y a un bénéfice individuel au bout, je pense qu'il y a des marges et que ces marges de progrès peuvent nourrir une transition agroécologique qu'il faudra faire de toute façon. Alors je conclus mon propos en parlant de l'eau parce que je ne veux pas que ce soit absent. Et puis parce que je trouve que c'est vraiment emblématique de tout ce qui se passe autour de One Health. On a tous appris à l'école le cycle de l'eau qui est simple. Il y a les océans qui sont la réserve d'eau, des nuages qui naissent sur les océans. Les nuages tombent sur les terres, et puis après ils vont aux rivières. Les rivières amènent ça aux fleuves, les fleuves à l'océan, et ça repart pour un tour. Sauf que ce schéma-là, il est faux. Il est faux, et il y a des gens qui font de l'hydrologie, c'est un concept que je trouve très parlant, d'eau verte et d'eau bleue. Et l'eau bleue, c'est effectivement ce cycle infini de l'eau qui part des océans, qui revient. Mais sauf qu'entre les deux, il y a des terres, il y a l'homme, il y a des forêts, il y a des cultures. Et à peu près la moitié de l'eau de pluie qui tombe, c'est l'université de Rennes d'ailleurs qu'ils ont publié ça pour la première fois. Elle vient pas des océans, elle vient des plantes et de l'évapotranspiration des plantes. Les plantes, chaque fois qu'une stomate s'ouvre pour capter du CO2, elle dégage de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau va nourrir les nuages et va provoquer la pluie un petit peu plus tard. Et donc notre capacité à stocker de l'eau dans les sols, dans les forêts, dans des sols qui sont où il y a le plus de vie possible, parce que la vie du sol, vous l'avez vu tout à l'heure, de l'eau, l'eau, l'air, la terre. La terre, quand elle peut retenir de l'eau, eh ben le cycle est meilleur. Il y a une eau un peu anthropique, on a une retenue d'eau qui peut être anthropique. Toute l'énergie, je reprends, hein, puisque je termine ma petite intervention, dire l'énergie vient du soleil, du CO2, de l'air, de l'eau du sol. Le CO2 et le soleil, c'est pas vraiment limité, mais l'eau, oui, l'eau verte, qui nourrit les plantes, mais nourrit aussi la pluie. En évapotranspirant, les stomates captent le CO2, relarguent de l'eau. Pour stocker l'eau verte, il faut un sol plein de vie, parce que c'est la vie qui creuse les cavités du sol, qui retient l'eau. Et cette énergie nécessaire, s'il y a de l'eau, la synthèse chlorophyllienne peut se remettre en route. Les plantes fabriquent le sol stocke l'eau qui nourrit les plantes, etc. Et je voulais illustrer au travers de l'exemple de l'eau que Wanal, c'est aussi des cycles, des cercles, que ces cercles, ils peuvent être vicieux, selon l'expression concernée, s'il y a un risque, ils peuvent aussi être vertueux. Si on fait tout pour que les choses se passent bien, il faut le faire. En tout cas, c'est ce qui nous inspire depuis des décennies. On peut améliorer les choses. Et le cycle de l'eau, c'est aussi un cycle de la vie. Et je termine en vous disant un petit peu d'histoire, que quand le ministère de l'Agriculture a été créé en France en 1880,
il y avait 18 millions de paysans qui représentaient 48% de la population active pour nourrir le pays. Aujourd'hui, il reste 400 000 fermes, c'est moins de 3% de la population active. Et les enjeux, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas seulement nourrir le monde, c'est aussi participer avec un rôle fort au niveau des sols, etc., à sauver le climat, à préserver la biodiversité, à prévenir les maladies de civilisation. À 400 000, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Je pense que la beauté de Bleu Blanc Cœur d'hier, d'aujourd'hui et puis surtout de demain, ce sera de construire un nouveau contrat social qui dit le producteur et le mangeur. Si les gens produisent mieux, il faut que derrière la main qui tende et soit saisie. Il faut un lien producteur-mangeur. Moi, j'ai passé des décennies formidables à Bleu-Blanc-Cœur avec une gouvernance où il y avait des paysans, des transformateurs, des distributeurs, des scientifiques, des médecins. C'est une somme de compromis, de consensus, mais nécessaire pour un nouveau contrat social et pas accepter une alimentation à deux vitesses, mais promouvoir une alimentation One Health, puisque c'est le terme consacré, qui puisse s'intéresser à la santé des gens, de tous les gens, tout en s'intéressant à la santé des écosystèmes, des plantes et des animaux. Et pour ça, on ne peut pas juste dire c'est aux autres de le faire. C'est un peu la conviction d'aujourd'hui. Et comment on le fait? Ben, je vais te passer la parole, Vanessa, si tu veux bien. Oui, merci Pierre. Eh bien oui, comment on le fait? C'est vrai que sur la base de tous ces fondamentaux scientifiques, en 2000, en fait, ce collectif de producteurs, de transformateurs, de scientifiques ben, se sont réunis autour de ce principe de la chaîne alimentaire. Tu peux dérouler la diapo. Et donc se sont engagés à cet objectif santé dans la façon de nourrir leurs animaux. Donc en diversifiant les végétaux apportés dans l'auge des animaux, pas d'huile de palme, on limite le soja d'importation, voire on l'interdit aujourd'hui dans certaines filières. Certains, du coup, se réapproprient les sources végétales d'oméga 3 qu'ils ont sous leurs pieds ou sur leur territoire depuis des décennies. Et donc, grâce aux prairies, grâce au fourrage, grâce à différentes graines comme le lin, le colza ou encore la luzerne, eh bien, on permet de garantir cet objectif nutritionnel dans les produits qui vont être issus de ces fermes engagées en bleu blanc cœur. Donc, les animaux vont être nourris à partir de cela. Et derrière, nous allons mesurer, en effet, sur les aliments qui vont sortir de ces fermes-là, ben, c'est la composition en oméga 3, en oméga 6, en acide gras, tout un profil d'acide gras qui permet d'être le miroir en fait de ce que les animaux auront mangé. Alors en pratique, en effet, un exemple sur la filière laitière, la vache est herbivore, elle va pouvoir manger l'herbe ou les autres plantes d'intérêt nutritionnel qui seront similaires en termes de composition à l'herbe de printemps. Et puis on va observer dans son lait, et là en particulier dans le beurre qui aura été fait à partir du lait de ces vaches-là, eh bien les différentes variabilités des acides gras. Un beurre, c'est plus de 400 acides gras différents. Et quand on regarde parmi ces familles d'acides gras, eh bien, ce qui peut évoluer en fonction de l'alimentation des animaux, on arrive vraiment à avoir des critères marquants et des critères qui permettent justement de caractériser si, si la vache aura été à l'herbe ou aura eu ses plantes d'intérêt nutritionnel ou pas. Donc ça, c'est le principe de Bleu Blanc Cœur, de pouvoir vraiment mesurer tout ceci sur les aliments, sur toutes les filières de production. Sur la diapo suivante, du coup, pour vous démontrer que en fonction des produits, que ce soit des œufs, des porcs, du poulet, le beurre, je venais de le souligner, eh bien, nous allons regarder des critères en particulier, notamment ces critères liés au profil lipidique des aliments. Et par rapport à un conventionnel, on arrive vraiment à caractériser cette différence et cette qualité nutritionnelle, ce qui fait aujourd'hui notre objectif dans tous ces cahiers des charges-là, des cahiers des charges qu'on a rebaptisés d'ailleurs les cahiers des ressources, puisque les producteurs engagés dans la filière ont pris ces recommandations et ces obligations de cet objectif nutritionnel comme étant vraiment des ressources pour conduire leur itinéraire technique ou leurs différents objectifs sur leur ferme. Donc, à partir de là, eh bien, aujourd'hui, Bleu Blanc Cœur fait la promotion d'une alimentation qui va
avoir une approche de mieux, mais aussi tout en ayant une approche de moins, donc de moins d'impact pour plus de bénéfices en tout cas, et donc de pouvoir remettre en avance tous ces impacts de chaîne alimentaire et puis savoir les mesurer. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, il y a toute une famille de produits qui composent les assiettes des consommateurs. Beaucoup sont d'origine plutôt animale. Pierre a évoqué tout à l'heure les pistes des projets avec les végétaux qui devraient arriver incessamment sous peu. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, c'est 900 acteurs économiques, plus de 7000 agriculteurs qui permettent de fournir eh bien, un certain nombre de produits, que ce soit de la viande, que ce soit des produits laitiers, que ce soit des œufs. Aussi quelques produits où on aura directement rajouté, par exemple, de la graine de lin dans la recette, comme pour le pain, ou quelques options végétariennes aujourd'hui. Et donc, dans les différents commerces, en tout cas, c'est ce que fait Bleu Blanc Cœur aujourd'hui, c'est plus de 2500 produits qui sont proposés partout en France, soit de manière nationale, soit de manière un peu plus régionale, voire très locale, et avec des engagements forts des filières agricoles, mais aussi des acteurs de mise en marché, notamment pour tout ce qui est réseau de commercialisation dans les grandes et moyennes surfaces, mais aussi dans la restauration collective, où eh bien, d'ores et déjà, ces filières agricoles engagées avec ces objectifs de santé eh bien, permettent de trouver ces différents types de produits pour ces différents réseaux de commercialisation. Le rôle de Bleu Blanc Cœur, c'est aussi de pouvoir sensibiliser largement à tous ces impacts, à tous ces engagements. Donc, en 2000, il y a ce logo que vous reconnaissez maintenant avec cette petite fleur bleue qui est apposée sur différents types de produits. Et nous, au niveau du collectif, eh bien, on va soit à travers des plans médias, soit à travers des animations dans les réseaux de commercialisation, soit aussi au travers eh bien, d'animations qu'il peut y avoir pédagogiques. On va aller sensibiliser autour de ces enjeux et autour surtout de ces impacts liés à la chaîne alimentaire qui finalement semble assez simple, puisque l'idée de bien nourrir les animaux pour bien nourrir l'homme est une idée assez simple, mais dont la démonstration scientifique a été faite par Bleu Blanqueur et au travers des différents travaux présentés tout à l'heure, soit au travers de l'INRAE ou au travers de ce que Pierre Weil évoquait. Et donc aujourd'hui, ce collectif eh bien, rassemble un certain nombre d'acteurs. J'ai cité tout à l'heure l'ensemble des producteurs, des acteurs économiques, mais aussi aujourd'hui plus de 38 000 membres qui constituent la communauté du bien manger et du bien produire, rassemblés pour justement pouvoir eh bien, mieux appréhender toutes ces ressources scientifiques qui existent, se les approprier, les diffuser, les partager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt ravis de pouvoir compter aux côtés des éleveurs engagés, eh bien, 5300 professionnels de la santé qui vont justement pouvoir relayer aussi et mieux s'approprier toutes ces données scientifiques. Des professionnels des métiers de bouche qui, au travers de leur cuisine, vont aussi voir au-delà de tout l'aspect on va dire, mesurable de la démarche Bleu Blanc Cœur sur la qualité nutritionnelle des produits, eh bien, voir que finalement, ben, le gras, c'est aussi le goût, le bon gras, le bon goût, et vont inclure ces produits Bleu Blanc Cœur dans leur cuisine pour mieux justement pouvoir participer à ce grand mouvement du bien manger. Et puis, en effet, on en a parlé également, ce réseau de scientifiques, mais surtout ces consommateurs qui vont s'engager également à pouvoir mieux connaître, mieux faire connaître la démarche. Et c'est vrai que sur la diapo suivante, aujourd'hui, toute action permettant de partager, de mieux comprendre, d'agir, eh bien, permettent à cette communauté large de continuer à s'agrandir, de continuer à s'étoffer, de continuer à faire connaître tous ces enjeux autour de la santé globale. Vanessa, Oui, merci, oui, bravo. merci. Eva, on passe aux questions-réponses. C'est ça. Donc Eva, tu avais quelques questions. Voilà, il y a deux questions qui ont été, en tout cas, qui nous arrivent de ce pas. J'en ai une que je vais vous lire. Pouvez-vous nous en dire davantage sur vos travaux sur les produits végétaux, notamment à travers des légumineuses? Moi, je veux bien en parler sur les. Il y a deux axes, hein. Euh, au début, je veux dire, au tout début de Bleu Blanc Cœur, les légumineuses.
fourragère, à la fois pour les animaux ruminants, la luzerne, le trèfle, faisait partie intégrante du volet végétal de Bleu Blanqueur. Les graines légumineuses aussi, puisqu'il y avait une vraie volonté avec la févrole, le lupin, de se débarrasser en partie de la contrainte du soja d'import, et de ramener aussi quelque chose de nouveau au niveau des sols. Donc on était tout à fait dans cette logique One Health. On ne peut pas faire de rotation correcte dans les sols sans les légumineuses. Ça, c'est le volet agronomique, le volet de base de One Health. Il faut des légumineuses dans les sols. Tout à l'heure, je parlais de l'azote. L'azote, il est fabriqué par des bactéries qui sont dans le sol, mais qui sont surtout bien avec les légumineuses, qui de ce fait-là sont riches en protéines et on a besoin de ces protéines. Après, les légumineuses qui rentrent dans l'alimentation des Français, on s'y intéresse aussi. Alors déjà, le bleu blanc cœur n'a pas inventé le monde, hein. Il faille plus de légumineuses dans notre alimentation, avec des légumineuses qui poussent chez nous, comme des lentilles, des pois chiches, etc. Euh, c'est pas Bleu Blanqueur qui l'a inventé. Ce qu'on voudrait mesurer et ce qu'on va mesurer avec des producteurs de lentilles notamment, c'est l'impact des modes de production sur la densité nutritionnelle des lentilles. Donc on va y travailler. On est en phase de recrutement d'un thésard en CIFRE et pour l'instant, on s'est beaucoup intéressé aux fruits et aux légumes. Et là, on commence à travailler aussi sur du soja français. Donc je distingue il faut manger plus de légumineuses, quitte à manger des légumineuses, autant qu'elles s'inscrivent dans cette logique One Health, qu'elles viennent pas forcément du Canada ou de l'autre bout du monde, qu'elles poussent chez nous, qu'elles enrichissent nos sols et qu'elles rentrent dans notre chaîne alimentaire avec une densité nutritionnelle qu'on mesurera. Et demain, il y aura des lentilles et des pois chiches bleu blanc cœur, je pense, si on arrive à faire la démonstration de tout ça. Merci Pierre. Une autre question assez intéressante également. Comment peut-on faire le parallèle entre le bio et le sol bleu blanc cœur? Florent, tu es bien placé puisque tu as été directeur de l'agence bio. Oui, non, mais je pense que c'est important comme question, ça revient assez souvent. On est bien dans les deux cas. D'ailleurs, je vais rebondir aussi sur la question précédente parce que la question était posée par Phileg, qui est un très beau projet en Occitanie que je connais bien. Je pense que derrière toutes ces démarches-là, ce qui est important, d'une part, c'est évidemment la question scientifique, sinon je ne serais pas là. Ça, c'est un point d'évidence. Mais il y a aussi la question qu'évoquait d'ailleurs Pierre Veille à l'instant, qui est la question filière, consommation et réflexion globale là aussi sur d'où vient le produit et qu'est-ce qu'on est réellement en termes de promesses. Moi, ce qui me paraît important sur les différentes démarches qu'on évoque, Bleu Blanc Cœur, et ça fonctionne très bien sur l'agriculture biologique, c'est qu'on a un certain nombre de producteurs qui sont engagés. Ça, c'est ce que tu mettais notamment, Pierre, sur ta dernière diapo, avec les 400 000 agriculteurs restants aujourd'hui. Et il faut leur apporter des solutions, y compris d'ailleurs en termes de valorisation économique. Ce sont des cahiers des charges qui sont exigeants. Sur l'agriculture biologique, on le sait, il y a des surcoûts importants de production et il y a depuis quelques années un marché alors qui est en train de se remettre dans le bon sens, mais qui a vécu des périodes un petit peu difficiles parce qu'on est sur des produits in fine qui peuvent être plus chers, en tout cas qui sont plus chers à produire pour certains d'entre eux, et à minimum qui demandent effectivement une organisation économique de filière. Et ça, je pense que ça rejoint aussi un peu toutes ces démarches. Pour moi, c'est un des points communs. Quand j'étais directeur de l'agence bio, on avait effectivement beaucoup travaillé avec Bleu Blanqueur sur le fait de dire on est sur des cahiers des charges qui sont un peu différents, qui engagent à des choses un petit peu différentes, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il y a d'une part un travail effectivement sur comment dire la méthode de produire et vraiment un sujet autour de la filière, de la valorisation des produits, d'un étiquetage, etc. Il y a d'autres démarches aujourd'hui qui sont intéressantes aussi sur la santé animale, par exemple, qui sont très intéressantes et qu'on poursuit aussi et qu'on regarde de très près au niveau d'INRAE. Et bien sûr, tout le volet étiquetage environnemental, qui est une demande de plus en plus forte de la part des consommateurs. Également les questions de commerce équitable. Enfin voilà. Donc je pense que on peut pas rêver d'un produit global qui aurait tous ces engagements-là parce on irait sûrement beaucoup trop loin et on mettrait la barre trop haute pour que les agriculteurs puissent s'engager. Ceci étant, il y a eu un travail qui a été fait sur du bio blanc cœur aussi pour le fait de se dire à un moment donné, en tout cas, ça peut aussi être une voie de convergence parce que les enquêtes d'opinion disent que parfois, si je peux reprendre une expression un petit
petit peu facile, mais trop de labels finissent par tuer le label. Donc il faut aussi qu'on donne de la lisibilité à tout ça. Mais en tout cas, on est aussi là à INRAE pour faire un certain nombre de validations, si je puis dire, scientifiques de démarches, dont le Blanquer évidemment fait largement partie. Je rajoute juste que moi, je passe pas mal de temps parce que je trouve qu'on a besoin d'un point de fuite, d'un horizon. Florent l'a dit, ça va être difficile. Aujourd'hui, le bio, bleu, blanc, cœur, le label rouge, les AOC, c'est à peu près 10% de la production française. Donc effectivement, faut déjà pas se battre entre nous. Il faut tirer un peu tout vers le haut. Et BioBlanqueur, ça a été créé avec des copains qui sont producteurs bio. On avance doucement, mais je pense qu'on a besoin à la fois d'un point de fuite pour dire c'est vers là qu'on veut aller. C'est tout ce qui a été dit, les diapos, tu voyais à la fois les risques qui existent, les risques de pollution tout au long de la chaîne, et puis les enrichissements possibles à partir de la santé du sol et des animaux. Si les deux convergent, on a vraiment le top du top. Donc il faut ça, mais on va pas y aller d'un coup. Il reste les 90%. Il faut emmener tout le monde, il faut un horizon, et cet horizon très vertueux, c'est un peu le lien entre euh, enfin, la partie environnementale, la partie nutritionnelle. C'est compliqué, Florent l'a dit, hein, c'est des surcoûts parce que se passer totalement de pesticides, c'est comme se passer totalement de médicaments, hein. C'est très compliqué, c'est des fronts pionniers, mais on a besoin de ce genre d'exemple, de ce genre de front pionnier pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Merci. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Il y a une question sur les cultures hydroponiques qui ne sont pas soumises à une exposition aux métaux lourds comme cela pourrait être le cas pour les cultures pleine terre. Alors la question, c'est ne faudrait-il pas faire plus d'hydroponie pour faire face au sol contaminé et malade en attendant un nettoyage du sol? Je veux bien, j'ai vu la question, je veux bien rebondir parce que le hasard fait que j'en discutais hier justement avec certains collègues, pas de façon aussi poussée que cette question-là en termes d'alternatives et comment dire, de réduction des risques. D'abord parce que je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en hydroponie et qui sont évidemment, quand on construit un système qui est quand même pas évident à mettre en place, il y a toujours une raison importante, en particulier, Pierre répondait tout à l'heure à la question de l'eau. C'est souvent un enjeu fort de limitation de consommation d'eau en rebouclant localement des cycles, en faisant des choses comme ça. Mais inversement, certes, il peut y avoir des risques liés au sol, mais des risques liés à l'eau de ce type-là peuvent exister aussi. Peuvent exister, pardon, aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire que chaque projet, pardon, d'hydroponie est à regarder plus précisément et vraiment c'est un peu ce qu'on vient de dire, Pierre et moi, sur globalement les différentes démarches sur lesquelles difficile de généraliser sur les impacts positifs. Sur l'hydroponie, c'est encore plus vrai, mais il est clair qu'à un moment donné, par exemple, sur des démarches, et on parlait de l'agriculture biologique il y a quelques minutes, on a aujourd'hui un principe de base dans le cahier des charges d'agriculture biologique qui est le lien au sol, qui a été revendiqué par les pionniers dont parlait Pierre Vieille tout à l'heure, et on peut le comprendre, mais c'est vrai que c'est intéressant de réinterroger cette question, de dire est-ce que dans certains cas, malheureusement, dans des zones, avec des sols particulièrement pollués, hein, on va pas prendre d'exemple, quoique, on peut parler par exemple malheureusement des Antilles françaises avec la chlordécone par exemple, est-ce qu'on n'est pas dans certains cas plus sécure, effectivement, ça rejoint la question qui était posée, en n'utilisant pas directement, en n'étant pas directement en pleine terre. Alors c'est toujours un peu, comment dire, à regret qu'on dise ce genre de choses-là, mais en tout cas c'est important de se dire que l'hydroponie c'est effectivement une voie de progrès aussi, mais qui ne protège pas des risques dans l'absolu, puisqu'encore une fois l'eau utilisée peut elle aussi être chargée malheureusement en polluant en fonction de l'origine de cette eau, quoi. Merci. Bon, il y a quelques questions qui arrivent autres. Je vous propose vraiment une dernière peut-être. Est-ce que solution bleu blanc pour le cadmium des céréales? Voilà, là, c'est pas forcément une question posée, mais peut-être Pierre, si tu veux rebondir, Oui, parce qu'on et que tu as on est étudié ça. sûr, tout à l'heure, je parlais de l'intuition, du rationnel et de la démonstration. Donc là, on est entre l'intuition et le rationnel, à se dire, ce qui est généralement, bon, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a des taux de cadmium dans le sang de la population générale qui augmentent.
on fait un lien, s'il vient chez l'homme, c'est qu'il vient des plantes. En plus, c'est sur nous les aliments riches en céréales. Donc, si les céréales contiennent plus de cadmium, c'est qu'il y en a plus dans le sol. Il y a une petite nuance qui est présente dans quelques publications qui dit attention, le stock et le flux, c'est deux choses différentes. Alors, il y a bien sûr les engrais phosphatés du Maghreb qui contiennent du cadmium, mais globalement, là, je cite des positions de l'INRA qui dit euh, c'est probablement pas la seule. Florent, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai lu, je crois qu'il s'appelle Monsieur Nguyen de Montpellier, qui dit la consommation d'engrais phosphatés a beaucoup baissé et ça peut pas être la raison unique. Mais il y a peut-être autre chose. Alors, dans les autres choses à regarder, j'ai discuté avec quelqu'un de l'INRA, qui est un physiologiste végétal à l'université de Rennes, qui s'appelle Alain Bouchereau, qui confirme, tout à l'heure je montrais les voies d'entrée des minéraux, des oligoéléments dans les plantes. C'est pas du libre-service, hein. Ça rentre parce qu'il y a des canaux spécifiques pour faire rentrer le zinc, le cuivre, les différents oligoéléments. Il y a des équilibres qui se créent et le cadmium, la plante n'a pas envie que le cadmium rentre. C'est pas bon pour les plantes, comme c'est pas bon pour l'homme ou l'animal qui mange le cadmium. Et du coup, s'il rentre, c'est qu'il y a un petit déséquilibre. Donc ça, c'est la partie intuition. La partie rationnelle, c'est d'expliquer la nutrition des plantes et la physiologie végétale pour expliquer que si le cadmium rentre, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Le petit problème, il est sans doute au niveau d'un équilibre général de la vie du sol. Et la démonstration, ben, elle n'est pas faite, mais on va essayer de la faire. Il y a des tests qui ont été faits là-dessus, qui ont montré qu'effectivement, les entrées de cadmium dans les plantes ne dépendaient beaucoup plus du flux sous condition que du stock. Et ce qu'on va essayer de démontrer, parce que c'est une histoire de semaines ou de mois, on dispose d'un établissement expérimental dans le Finistère où il y a des parcelles qui sont suivies depuis 25 ans en agriculture de conservation des sols ou en conventionnel, en croisant en plus avec des engrais de synthèse ou des engrais organiques. Et on a les grains de blé qui sont dans ces parcelles et on va essayer de regarder si les teneurs en cadmium pour les mêmes sols sont différentes. Donc s'il y a une preuve, qui n'est pas faite, hein, mais ce serait la démonstration que le cadmium, c'est un peu l'indice de quelque chose qui se dérègle dans les sols et qu'il faut corriger assez vite. C'est pas une position, hein, c'est une situation de réflexion entre analyse rationnelle et démonstration à venir. Merci Pierre. Ce serait intéressant, hein, au conditionnel. Parce que si une plante en bonne santé, moi j'ai beaucoup axé ma présentation parce qu'elle venait en complément de celle de Florence sur le côté positif de One Health, cercle vertueux versus cercle vicieux. Si on peut penser qu'une plante qui est dans un sol sain fixe plus de bonnes choses, synthétise plus de bonnes choses et assimile moins de mauvaises choses, ce serait quand même pas mal. Voilà. Eh bien, merci. On arrive au terme de ce webinaire. Je vous propose eh bien, qu'on puisse conclure là et en rester là. Les Merci à questions tous qui encore. restent, Vanessa, on peut y répondre par écrit? Oui, tout à fait. Il reste quelques questions. Nous allons pouvoir vous répondre en direct, en effet. Et puis, bah, écoutez, Pierre, Florence, si vous souhaitez dire un dernier mot, avec plaisir. Moi, c'est juste pour vous dire Vous merci. remercier pour votre attention et puis rester à disposition pour la suite, effectivement, des questions qui pourraient venir à froid, si je puis dire. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.